Bonjour, aujourd'hui on va explorer ce qui distingue vraiment un penseur de haut niveau. Qu'est-ce qu'ils perçoivent au fond que la plupart des gens ratent? On s'est penché sur un article qui compile pas mal d'avis de psychologues pour essayer de comprendre ça. Alors on va décortiquer tout ça ensemble. Oui, bonjour. C'est une excellente question, vraiment. Quand on parle de ces personnes, on parle de gens avec une pensée critique, oui, mais aussi un jugement affûté, capable de résoudre des problèmes complexes, bien sûr, mais surtout de les aborder sous des angles, disons, différents. La psychologue Ayana Abrams, par exemple, elle souligne leur créativité et leur capacité à naviguer dans la nuance. Ah oui, la nuance, c'est pas juste voir en noir et blanc. Exactement. Là où beaucoup voient des blocs, eux, ils voient des détails, des liens. Ce n'est pas juste une question d'intelligence brute, c'est une qualité de regard, une profondeur. Tout à fait. Et ce qui me frappe d'emblée, c'est cette curiosité, presque insatiable. Comme le dit Patricia Dixon, une autre psychité, ils ne se satisfont jamais des réponses de surface. Non, jamais. Ils veulent comprendre le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Comment ça marche vraiment? C'est presque un réflexe chez eux. C'est ça. Et c'est ce moteur, cette curiosité qui les pousse à voir les grands schémas, les patterns. Ils arrivent à connecter des idées qui, pour d'autres, n'auraient aucun rapport. C'est aussi lié à ce que le psychologue Byron McClure appelle un état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance, c'est cette idée qu'on peut toujours s'améliorer, c'est ça? Oui, exactement. La conviction que les capacités, l'intelligence, tout ça, ça se développe. Ce n'est pas figé. Et Constantine Lukin insiste bien là-dessus. Ce n'est pas inné, c'est une compétence qui se cultive. Comment on la cultive alors? En se confrontant à la complexité, justement, en osant questionner ses propres idées reçues, en restant curieux. C'est un travail constant, en fait. D'accord, c'est un entraînement. Euh, Prenons quelques exemples concrets tirés de l'article. Il y a ce point sur leur capacité à trouver un sens, même dans les difficultés, dans l'adversité. Face à un échec, par exemple, leur première réaction, c'est pas «Oh non», c'est plutôt C'est «Ok, qu'est-ce que j'apprends de ça?» «Voilà, exactement». C'est un recadrage quasi immédiat. Ils transforment le problème en leçon. Et ça, c'est puissant. Pendant que d'autres sont encore sous le choc, eux, ils sont déjà en train d'analyser, d'intégrer l'information pour la suite. Deuxième point intéressant, ils explorent toujours plusieurs solutions. Ils ne se fixent pas sur la première idée venue. Non. Ils remettent en question le statu quo, pas pour le plaisir de contredire, mais pour chercher la meilleure voie possible. Et ils sont prêts à abandonner leur idée de départ si une meilleure émerge. C'est une vraie souplesse mentale. Très flexible, oui. Et alors ce point sur l'incertitude, je trouve ça fascinant. Leur tolérance à l'incertitude. Ah oui, Ils n'ont pas ce besoin urgent, presque viscéral qu'on a souvent, d'avoir une réponse tout de suite, maintenant. c'est vrai. Ils acceptent de ne pas savoir, de laisser une question en suspens. Ils vivent avec l'ambiguïté, le temps qu'il faut pour que la réflexion mûrisse. Ça demande une certaine confiance en soi, non? Ou dans le processus. Oui, tout à fait. Une confiance dans le processus de penser lui-même. Et c'est crucial, parce que ça évite les jugements hâtifs, les conclusions trop rapides. Ça laisse l'espace pour que des idées vraiment neuves, plus solides, puissent émerger. D'accord. Et le dernier point que vous vouliez aborder? Oui, c'est leur focalisation sur l'action dans le présent. Ils réalisent que, attendre le moment parfait, les conditions idéales, C'est souvent une excuse pour ne rien faire. voilà, c'est souvent une illusion. Eux, ils saisissent l'opportunité d'agir maintenant, avec ce qu'ils ont. Ils comprennent que le changement, il commence par des actions concrètes, immédiates. Pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant. Donc si on essaye de synthétiser un peu tout ça, penser à un haut niveau, ce serait voir au-delà des apparences, connecter les points de manière créative, Oser poser des questions, même celles qui dérangent. être à l'aise avec le fait de ne pas tout savoir tout de suite, et puis agir. Agir de façon pragmatique. C'est une bonne synthèse. Et ce qui est encourageant, c'est que ça ressemble plus à des compétences qu'on peut développer qu'à des dons du ciel, finalement. Précisément. Ce sont des capacités qui s'acquièrent, qui se travaillent. Et ça nous mène peut-être à une dernière réflexion. L'article mentionne l'importance de l'introspection, de l'autoréflexion pour ces penseurs. C'est le point 8. Ah oui, se connaître soi-même, connaître ses propres processus de pensée. Soi est si important pour eux. Dans quelle mesure est-ce qu'une introspection régulière, honnête, pourrait nous aider, nous tous, au quotidien? Pourrait-elle nous révéler nos propres biais, nos angles morts, ces présuppositions qu'on ne voit même plus? Et peut-être nous aider à élargir notre propre façon de penser. C'est une piste intéressante à explorer pour chacun, non?